La grande édition sur i24 News, bienvenue à tous, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité du Moyen-Orient et voici le sommaire de ce journal. 16e jour d'une contestation qui n'a fait que monter crescendo. Ce qui se joue en Iran en ce moment n'est plus une crise sociale ni une révolte sectorielle. Cela ressemble de plus en plus à une insurrection existentielle. Arrestations par milliers, blackout numérique et ces témoignages de tirs à balles réelles sur les manifestants. Tirer pour survivre, le régime a-t-il déjà tranché, quitte à amplifier la colère de Washington? Mais les Iraniens n'ont plus peur. Certains symboles sont incendiés, y compris des mosquées. Quel bilan à l'heure où il devient de plus en plus difficile de percer le voile de la censure? Le point dans un instant sur une situation d'extrême tension. Et le sort du régime qui repose désormais sur deux inconnus, les défections au sein des forces de sécurité et puis le passage des menaces aux actions côté américain. Donald Trump réunit ses principaux conseillers. D'après un haut responsable à Washington, les plans militaires ont atteint un stade avancé. En face, Téhéran aurait activé ces fameuses villes souterraines de missiles balistiques. Enfouis à des dizaines de mètres sous terre, tous ou presque sont pointés vers Israël. Israël en état d'alerte ce soir et qui semble anticiper, on le verra, une intervention des États-Unis. Et puis nous prendrons des nouvelles de ce front en sourdine à Gaza. Ruse ou pas, le Hamas se dirait prêt à renoncer au contrôle politique de la bande de Gaza. Quel scénario alors que les combats pourraient reprendre d'ici quelques semaines à peine. Nous verrons également que l'aide humanitaire se poursuit malgré les critiques de certaines ONG. Voilà donc pour les titres. Bonsoir à tous. Contestation à sens unique en Iran, le sens du chaos. La répression se durcit sur fond de colère, sur fond d'effondrement économique et monétaire. Et la clé de cette crise se trouve peut-être dans les mains de Donald Trump. On va prendre tout de suite la température. Direction Washington avec notre correspondant en direct de la Maison-Blanche. Bonjour Antoine Delard. Antoine, le président américain qui convoque ses conseillers, qui attend des plans d'attaque. Alors apparemment, ces plans sont déjà bien avancés. Quelles sont les dernières informations ? Écoutez, les dernières informations, c'est que ce week-end, le ministre iranien des Affaires étrangères a pris contact avec Steve Witkoff, l'homme de confiance de Donald Trump, pour proposer des négociations, a priori des négociations autour du nucléaire. Donald Trump se dit ouvert à la discussion, mais il continue de faire planer la menace d'une intervention militaire, de frappe contre l'Iran. En fait, ses conseillers lui ont déjà présenté plusieurs scénarios, plusieurs cibles potentielles, notamment des sites militaires. Ça rentre en ligne de compte dans le calcul de Donald Trump, c'est le risque de représailles, les mollahs qui pourraient s'en prendre aux bases américaines situées dans la région. Et ça, Donald Trump ne peut pas prendre le risque d'avoir des pertes américaines. Ses électeurs ne lui pardonneraient pas, surtout qu'il n'a pas été élu pour être le gendarme du monde, il a été élu pour s'occuper d'abord des Américains. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que demain, Donald Trump va réunir toute son équipe de sécurité, tous ses conseillers, pour faire le point sur les options qui sont à sa disposition. Il y a plusieurs pistes qui sont évoquées. La piste militaire, bien sûr, mais pas seulement. On parle d'une possible cyberattaque massive pour paralyser les institutions du régime. On évoque aussi la possibilité de distribuer des terminaux Starlink aux opposants afin qu'ils puissent à nouveau avoir accès à Internet. Donc un calcul géopolitique et puis un calcul de politique interne. C'est ce qu'on comprend du point de vue de Donald Trump, évidemment. Oui, absolument. Les deux sont liés d'ailleurs. Effectivement, vous savez que Donald Trump, depuis qu'il a lancé cette attaque contre le Venezuela, ils se sont un peu poussés des ailes, convaincus de la puissance absolue de l'armée américaine. Mais évidemment, l'opération au Venezuela n'est en rien comparable à celle qu'il pourrait mener en Iran. Faire tomber le régime des mollahs a des conséquences en termes de déstabilisation de l'ensemble de la région qui seraient beaucoup plus importants. Ce qui est certain aussi, c'est que Donald Trump a exclu la possibilité de déployer des troupes au sol, c'est-à-dire qu'une opération de type identique à celle qui a été menée contre Maduro est pour le moment totalement exclue ici à Washington. Voilà, c'est la certitude, effectivement, pas de déploiement terrestre américain en Iran. Merci beaucoup Antoine Delard pour ces précisions en direct de Washington. Alors les images à présent, 16e jour, on le disait, de manifestations sans interruption et malgré 4 jours de coupure d'Internet, certaines vidéos permettent de se faire une idée de l'ampleur du mouvement et de celle de la répression également, des bilans peu fiable et la volonté du régime de montrer qu'il existe en Iran une frange de la population qui lui est fidèle par le biais de contre-manifestations. Les derniers développements commentés par Déborah Benayoun. Cela fait 90 heures que l'Iran est coupé d'Internet. Ainsi difficile d'avoir des informations précises sur l'ampleur de la mobilisation, d'autant que selon le magazine Forbes, le régime utiliserait du matériel militaire pour perturber la connexion à Starlink utilisée par les manifestants.
Conséquence, l'utilisation de Starlink a diminué de 80% dans tout le pays et les différentes vidéos qui circulaient depuis le début de la mobilisation sont beaucoup plus rares. Pour certains, c'est aussi le signe que le régime veut amplifier la répression à l'abri des regards extérieurs, ce qui pourrait donc effrayer les protestataires et les inciter à ne plus sortir manifester. Selon l'agence de presse américaine HRANA, au moins 544 personnes auraient été tuées et plus de 10 600 personnes auraient été arrêtées au cours des 2 semaines de manifestations. Interrogé à bord d'Air Force One hier soir, le président américain Donald Trump a déclaré qu'il suivait attentivement la situation. Et lorsqu'un journaliste lui demande si le régime iranien a dépassé la ligne rouge, il répond « On dirait bien qu'il commence à la franchir. Et il semble que certaines personnes qui n'étaient pas censées être tuées aient été tuées. Nous envisageons des mesures, des cibles qu'ils n'oseraient même pas imaginer. S'ils font cela, nous les frapperons à un niveau qu'ils n'ont jamais connu auparavant et ils n'en croiront pas leurs yeux. » Il a ajouté que l'Iran avait proposé des négociations après qu'il ait menacé de frapper la République islamique en raison de la répression sanglante. De son côté, le ministre iranien des Affaires étrangères dit ne pas chercher la guerre, mais y est prêt. Des éléments armés ont été observés parmi les manifestants qui tirent non seulement sur nos forces de sécurité, sur la police, mais plus important encore, nous nous rendons compte qu'ils tirent également sur des citoyens ordinaires. Ce qui était important, c'est qu'à cause des commentaires de Trump, des éléments qui veulent semer le chaos et chercher à augmenter le nombre de morts dans l'espoir d'amener les États-Unis à intervenir. Depuis le 10 janvier jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle phase où la situation est sous contrôle. Pendant ce temps, Reza Pahlavi, fils du dernier Shah d'Iran, poursuit ses appels à la mobilisation générale du peuple iranien. Il demande aux forces de sécurité de rejoindre la protestation et d'apposer le drapeau national iranien à la place de celui de la République islamique sur toutes les ambassades et consulats iraniens à l'étranger. Alors justement, quels espoirs pour les manifestants? On a le plaisir ce soir d'interroger Maher Monchipour. Bonsoir et merci à vous de nous rejoindre. Vous êtes ancien champion du monde, on le connaît bien, de boxe franco-iranien. Alors difficile, on comprend, d'obtenir des bilans fiables, précis. Est-ce que vous avez peut-être des informations? Est-ce qu'on peut craindre le pire? Est-ce qu'on peut redouter plusieurs milliers de victimes déjà à ce stade? Bonsoir, bien évidemment. Alors c'était étonnant les 2 premières semaines lors des contestations, du bazar et de la population. C'était étonnant, ils ont pensé que ça allait se calmer, ils n'ont pas trop réprimé, ils n'ont pas trop tué. Mais là, ça y est, on a des images que vous devez avoir les mêmes dans les morgues à ciel ouvert, les familles qui viennent et qui doivent venir reconnaître les corps. Vous savez, ce sont de sanguinaires personnages. Vous devez avoir entendu parler d'autres Iraniens comme moi. Nous sommes sous occupation depuis 79. Comme l'Europe a été sous occupation nazie, nous sommes sous occupation des mollahs depuis 79. Et ces gens-là, ils n'ont nulle part aller. Ils ont nulle part aller. Ils n'ont même pas une Argentine comme les nazis pour s'y réfugier. Ils tueront jusque dernier pour rester au pouvoir. Donc, il va falloir les éliminer d'une manière ou d'une autre. Donc, craindre le pire. Alors, donc, c'est ça, ça correspond à la censure, les coupures d'Internet pour masquer autant que possible cette répression. Alors, cette fois, on le remarque, la colère, c'est pas sur le hijab, c'est pas sur une élection, ça vient quelque part du ventre. On sait que la situation socio-économique, elle est catastrophique en Iran. En plus du ras-le-bol du régime, est-ce que vous pensez que c'est pour ça qu'elle peut aller au bout, cette fois-ci, la contestation? Oui, mais attention, ne nous trompons pas. Ce que la LFI a voulu vendre aux Français, ce n'est pas qu'une contestation pour la vie trop chère, attention. Ah oui. C'est global. Je rappelle, je le dis souvent pour toucher le cœur des parents, des Français, de nos concitoyens qui ont 40 ans, 45 ans, 50 ans. Quand leurs propres enfants, adolescents, jeunes adolescents, ne peuvent pas vivre librement. Quand il faut aller chercher sa fille au poste de police, une fille qui a été violentée, parfois abusée, juste parce qu'elle était avec un pote, juste parce qu'elle était considérée pas assez couverte. Quand vous avez vos enfants à 30 ans qui habitent chez vous parce qu'ils n'ont pas de quoi se loger, quand vous avez un homme de 35-40 ans qui est célibataire parce que financièrement, il ne peut pas se marier, il y a de la frustration de dingue. Quand vous n'avez pas d'espoir à l'avenir, ben voilà, vous sortez dans les rues. Quand vous voyez que les enfants de ces criminels, de ces pourritures, vivent allègrement de l'argent du pétrole, parce que il faut le rappeler, beaucoup de mes concitoyens qui restent avec raison, on est quelques-uns à parler et on se complète avec raison sur de la pure politique. Moi, je rappelle
je rappelle, à l'image des abus commis par le clergé au Moyen-Âge, où les cardinaux étaient riches quand la population vivait dans la pauvreté. Ces gens-là ont utilisé le meilleur outil qui existe, la croyance en un Dieu invisible, cette secte qu'est l'islam, pour asservir les Iraniens et sucer leurs richesses, les extraire et les amener à l'étranger. Vous savez, l'un des plus grands, là je vais aller au bout, l'un des plus grands slogans qu'on utilise depuis 20 ans, c'est ni Gaza, ni Liban, ni Lebanon, ni Razé, ni Lebanon. Fadoy et Iran, tamam junam baroy Iran, toute ma vie, toute notre richesse pour l'Iran. À un moment donné, il faut s'occuper de nos jeunes qui n'ont pas de quoi se loger, de nos retraités qui ne perçoivent pas une retraite pour vivre aisément. Il faut s'occuper des gens qui doivent vivre j'en connais personnellement, qui doivent vendre leurs biens immobiliers pour soigner leurs enfants parce que la sécurité sociale à la française n'existe pas. C'est ça. Donc, ce n'est pas un ras-le-bol économique. Non, attention, c'est total. C'est les Iraniens, qui soient pieux ou comme très nombreux athées, ne veulent plus d'une république islamique, mais d'une république présidentielle. Effectivement, c'est global, vous avez raison de le souligner, Maher Manchi, pour des mots forts ce soir. Alors justement, c'est vrai que les Iraniens ne partagent pas cette idée des mots-là, d'un agenda qui est axé sur Israël, sur la région, au détriment des intérêts, effectivement, du quotidien des Iraniens. Est-ce que vous êtes déçus quelque part de l'attitude de la France ? Ce soir, Emmanuel Macron a réagi. C'est un petit peu tard peut-être pour dénoncer cette répression. Globalement, la France, l'Europe, cette attitude, quelque part de prise de distance, ça vous déçoit ? Vous savez, la France a déjà commis, souvent mes compatriotes de mon autre pays, les Iraniens, reprochent à la France de Giscard d'Estaing d'avoir accueilli Khomeini pendant plus d'1 an en région parisienne pour préparer et fomenter sa révolution. Et je dis à mes concitoyens au pouvoir français, à mes concitoyens français, ne recommettez pas une deuxième erreur. Prenez la marche de l'histoire. On se dit toujours le pays des droits de l'homme. C'est vraiment, il faut pas le galvauder. C'est pas une expression galvaudée. Le pays des droits de l'homme et que la France est toujours derrière les peuples opprimés. Bah là, que ce soit nos concitoyens, la population française, mais également les élus qu'on a choisis librement. Bah, il va falloir qu'ils soient du bon côté de l'histoire. Rappelez-vous, 1989, la chute du mur de Berlin. On est dans des choses qui se ressemblent avec pire, parce que les crimes commis en Iran, on l'a vu en Syrie, n'étaient pas commis d'une manière aussi abjecte dans l'ex-pays de l'Est, dans l'ex-URSS et derrière le rideau de fer. Là, on est sur autre chose. Ne ratons pas l'histoire. C'est un mur de Berlin, c'est un mur de Téhéran qui doit tomber. Ouais. Alors, on a pu voir aussi ces images de contre-manifestations. D'ailleurs, on ne sait pas trop de quand ça date, mais en tout cas, est-ce que vous direz que l'Iran est divisé ? Est-ce qu'on a une idée du pourcentage d'Iraniens qui restent malgré tout fidèles au régime ? Alors, moi, comme je ne suis pas statisticien, mes compatriotes, je les chambre souvent, ils parlent souvent. Je ne donnerai pas de chiffres, mais j'ai toujours dit que l'Iran était bicéphale, était paranoïaque. Il y avait vraiment bipolaire plutôt. Cette population pieuse, mais qui est encore derrière le régime, elle n'est pas nulle. Sinon, le régime serait tombé déjà il y a des décennies après le régime aurait dû tomber, si c'était le cas, après la fin de la guerre Iran-Irak en 89. Mais ils sont largement minoritaires. Vous avez vu, tout le monde l'a vu. Moi, j'étais étonné. Que les bazaris, les commerçants du bazar, ceux qui ont fait tomber le Shah, les commerçants du bazar qui pour la plupart sont hajji, ils ont fait le pèlerinage de la Mecque, sortent contre ce régime. C'est un signe. C'est que la grande majorité de la population a compris qu'ils s'étaient fait avoir et que ces gens-là n'étaient là que pour l'argent, pour rien d'autre. Et donc, ils ont vraiment perdu le soutien, que ce soit des athées comme nous tous à l'étranger, ou même de ceux croyants. Par contre, nous avons vraiment peur parce que, vous savez, à part des pierres, les manifestants ne possèdent rien. Nous avons vraiment peur d'une
d'une sanguinaire Répression. riposte du régime. Effectivement, une bête blessée, d'autant plus dangereuse, effectivement. Merci beaucoup à vous, Maya Ramonchipour, d'avoir répondu ce soir en direct à nos questions. Merci pour ce témoignage vibrant. Merci de nous donner la parole. Vous êtes très important, les médias, j'arrête pas de le dire. Merci de nous donner la parole aux Iraniens de l'étranger. Voilà, ce sera toujours un plaisir. Vous savez qu'il y a beaucoup de soutien justement aux manifestants en Iran, ici, en Israël. Et dans ce contexte à haut risque, eh bien, on guette évidemment le moindre indice permettant d'anticiper la suite des événements. Et on note que le régime iranien a donc activé ces fameuses bases de missiles balistiques, de véritables villes souterraines construites sur plusieurs décennies. Des missiles pointés évidemment en direction d'Israël. Et on rappelle que Téhéran menace de viser Tel Aviv en cas d'intervention américaine. Les précisions de Mathieu Winding. Les villes missiles iraniennes sont en état d'alerte maximale. Selon les révélations du quotidien britannique The Telegraph, le réseau d'installations souterraines où sont cachés les missiles des gardiens de la Révolution a été largement épargné par la guerre des 12 jours qui s'est achevée fin juin dernier. Le corps des gardiens de la Révolution est en charge de ces installations cachées. Leur construction a commencé il y a plus de 10 ans. En 2015, l'armée parallèle du régime a fait visiter ces réseaux souterrains aux employés des médias d'État en leur dissimulant l'itinéraire et le lieu. Une partie de ces sites serait située dans l'ouest de l'Iran afin de permettre d'éventuelles frappes contre Israël. Sur ces images de propagande des gardiens de la Révolution tournées avant l'opération Éveil du Lion, l'organisation terroriste exhibe son arsenal de missiles et de drones dans un réseau de tunnels qui semble interminable. À bord de cette Jeep, deux généraux de la milice paramilitaire éliminés dès le début des opérations dans la nuit du 12 au 13 juin 2025. Ici, c'est le général Salami, successeur de Qassem Soleimani, qui marche sur le drapeau israélien. Une frappe de Tsahal 3 mois plus tard l'empêchera définitivement de menacer Israël. Les successeurs des généraux éliminés au sein de l'armée parallèle des Mollahs sont toujours responsables des villes souterraines abritant les missiles en Iran. Ils sont perçus comme étant extrêmement loyaux au régime. Voilà, et pour mieux comprendre, un expert qui nous rejoint à l'instant, c'est Amir Avivi. Bonsoir et merci à vous, général de brigade de réserve de Tsahal. Vous êtes l'ancien chef de cabinet du ministre de la Défense et président fondateur de Abitronitsim. On connaît bien un groupe de réflexion pour la sécurité d'Israël. Alors, on va revenir d'abord sur les déclarations d'un haut responsable américain tout à l'heure à Al Jazeera. Il affirme que la planification d'options militaires contre l'Iran de la part des États-Unis, elle a atteint un stade avancé. Est-ce que vous pensez qu'on est vraiment encore dans le bluff du côté de Donald Trump ? Non, je ne pense pas que ce soit un bluff. Et d'ailleurs, il faut bien comprendre qu'encore avant le début des émeutes en Iran, les Iraniens ont recommencé à fabriquer des missiles balistiques en très grande quantité et ils sont revenus à leur programme nucléaire et de renforcer leur défense aérienne. Les Iraniens veulent absolument attaquer Israël et donc Israël, quoi qu'il en soit, se prépare à une attaque préventive en Iran. On ne permettrait pas aux Iraniens d'attaquer d'abord. Cela est relié aux émeutes et manifestations en Iran et la déclaration claire du président des États-Unis qu'il protégera le peuple iranien. Les États-Unis et Israël voient l'occasion de faire chuter ce régime et n'ont pas l'intention de rater cette occasion. Et donc je pense que c'est très sérieux. Et une attaque en Iran, c'est pas une question de si, c'est surtout une question de quand. Donc c'est une question de quand. Et vous dites saisir une occasion historique, être proactif. Alors justement, quel pourrait être, d'après vous, l'élément déclencheur d'une décision américaine d'intervenir militairement, ou pas d'ailleurs, en Iran, avec plusieurs scénarios possibles? Il y a en fait deux arguments centraux. Le premier, c'est les tirs du régime iranien sur les manifestants. Le président Trump a dit clairement que si les manifestants étaient touchés, il interviendrait. Il l'a dit et répété, il y a plus de 1000 morts en Iran. C'est un énorme événement et il ne pourra pas attendre longtemps avant de réagir. Et cela est en rapport aussi avec leur montée en puissance et donc avec porter atteinte aux infrastructures. Et là, contrairement aux 12 jours de guerre, l'objectif n'était pas de faire chuter le régime. Après l'action au Venezuela, il est très clair qu'il y a ici l'occasion d'attaquer les dirigeants de ce pays et changer la réalité en Iran. Et enfin arriver à la chute de ce régime dangereux et violent et créer une autre réalité en Iran. Ouais, alors on surveille aussi les points faibles de l'Iran et les faiblesses, peut-être d'ailleurs un signal de faiblesse avec la demande apparemment des Iraniens de négocier avec les Américains. Est-ce que vous pensez que la clé, ce sera aussi les trahisons en interne, peut-être notamment de la part de l'armée, peut-être pas des gardiens de la Révolution qui sont très fidèles, mais d'une partie de l'armée? Est-ce que c'est la clé?
C'est aussi une des choses importantes. Si on est dans une réalité, si on réussit à retourner une partie des gens de l'armée pour aider les émeutiers contre les gardiens de la révolution et le régime, cela peut être quelque chose d'extrêmement important qui pourra permettre d'avancer dans la chute du régime. Et il y aura des développements. Je pense que nous sommes en train de vivre un moment historique qu'il faudra suivre. Et du point de vue israélien, il faudra s'assurer que les Iraniens ne détourneront pas l'attention vers nous. Et nous ne pouvons pas nous permettre une telle réalité s'ils nous attaquent. Alors, en tout cas, Israël en état d'alerte maximale, puisqu'on prépare les hôpitaux et pourquoi pas les abris dans certaines villes. Merci beaucoup à vous, Général Amir Avivi, d'avoir répondu ce soir en direct à nos questions. On va évoquer un autre aspect qui compte pour la suite des événements en Iran. L'issue de la contestation se joue aussi dans notre espace. Et oui, l'accès à Internet est capital. Et face aux coupures du régime, c'est le réseau Starlink de la société SpaceX qui appartient à Elon Musk qui joue un rôle important. Des satellites qui sont censés garantir l'accès à Internet sur l'ensemble de la planète. Starlink qui a d'ailleurs fait d'Elon Musk un acteur géopolitique à part entière, comme on a pu le voir récemment en Ukraine. Eh bien, Téhéran aurait trouvé la parade. On interroge à ce propos ce soir un expert, Guy-Philippe Goldstein. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes analyste des questions de cyberconflit et enseignant à l'école de guerre économique. D'abord, comprendre avec vous pourquoi Starlink était devenu essentiel, voire peut-être la seule alternative pour la contestation. Un petit mode d'emploi d'un réseau qui a quand même déjà joué un rôle important durant certains grands mouvements et conflits qui traversent la planète. Absolument. Aujourd'hui, Starlink, c'est un des réseaux de satellites en orbite géostationnaire, en orbite basse, à 550 km de la surface de la Terre. Et comme vous l'avez dit, qui a joué un rôle assez important d'ailleurs dans le conflit ukrainien. Lorsqu'un autre réseau satellitaire, Viasat, avait été mis hors service à cause d'une attaque cyber, eh bien, le réseau Starlink, qui est un réseau assez dense, il y a presque 10 000 satellites autour de la Terre du réseau Starlink, eh bien, ce réseau a été utilisé par les Ukrainiens en remplacement et a assez bien fonctionné. Et dans le cadre de l'Iran, et d'ailleurs, ça date de septembre 2022, donc sous l'administration Biden, il y a eu un programme pour délivrer des kits Starlink de façon à ce que les populations iraniennes, les dissidents, puissent avoir accès à ce réseau satellitaire qui permet de faire quoi ? Qui permet d'avoir une communication continue, qui permet donc la coordination, ce qui est très important entre les différents groupes dissidents, qui permet d'envoyer des images, comme on le voit d'ailleurs à l'écran, des émeutes, des manifestations, des massacres d'ailleurs organisés par le régime, qui permet aussi, en termes de coordination, quand on envoie les bonnes informations, eh bien, de savoir précisément où est-ce que la police va attaquer, voire dans des cas graves, où est-ce que, par exemple, il pourrait y avoir des bombardements des forces de l'ordre contre certains quartiers. Donc, il y a tous ces éléments de coordination qui sont absolument vitaux pour la poursuite et la résilience de ce mouvement de contestation. Et effectivement, en Iran, je l'évoquais, depuis septembre 2022, il y a un programme. Et aujourd'hui, en Iran, on estime qu'il y a environ 100 000 terminaux Starlink. Pour comparer avec l'Ukraine, en Ukraine, il y en a environ 50 000. Donc, en Iran, environ 100 000, et qui permettent donc de maintenir la diffusion d'informations et la coordination entre les différents groupes. Donc, un outil extrêmement précieux et pas seulement pour la fourniture d'Internet. Alors, le gros problème, c'est ça, c'est que le pouvoir iranien a trouvé apparemment comment priver sa population de l'accès à ce réseau Starlink. Est-ce que ça, c'est un game changer ? Est-ce qu'il y a peut-être un petit coup de pouce d'ailleurs de la part de la Russie aux autorités iraniennes sur ce point ? Oui, je dirais même surtout un coup de pouce de la part de la Chine. Parce que ce que l'on est en train de découvrir en termes d'armes, de micro-ondes qui permettent de brouiller le signal qui nous vient de Starlink, eh bien qu'il y a des armes chinoises assez perfectionnées qui permettent effectivement de stopper, brouiller les signaux Starlink. On a évoqué il y a quelques jours une réduction de 20 à 50% du signal. Maintenant, on serait à plus de 80%. Et beaucoup d'analystes pensent que cela vient d'équipements chinois parce que en 2023-2024, les Chinois et même en 2025 ont fait la démonstration d'armes électromagnétiques capables donc de brouiller soit des signaux GPS, soit même donc les signaux qui viendraient de Starlink. Et il faut le dire d'ailleurs que le régime est soutenu militairement non seulement par la Russie, mais également par la Chine. Ça a été évoqué sur les aspects balistiques et autres. Donc sur cette question-là.
Quel impact ça peut avoir? En réalité, ça va dépendre énormément de la densité des manifestants. S'il y a trop de manifestants qui sont capables de tenir la rue, eh bien, in fine, vous avez beau avoir ces aspects-là anti-Starlink, eh bien, on pourra échanger de l'information. Bon. Et puis, il y a un autre aspect, mais évidemment, les choses sont dangereuses quand même pour les manifestants. On est dans un rapport de force de plus en plus dur. Comme ça a été évoqué, il faudra qu'il y ait un basculement d'une partie de l'armée pour que ça se maintienne. Et puis, il y a une autre question de fond sur la suppression générale d'Internet. C'est que oui, ça permet évidemment pour le gouvernement eh bien, de créer un blackout informationnel, mais il y a un coût économique aussi pour l'État iranien. Des responsables iraniens ont évoqué, il y a eu environ 10 millions de personnes en Iran qui dépendent de l'économie d'Internet. Chaque heure où Internet n'existe pas et supprimé pèserait entre 1 et 2 millions de dollars. Donc là, on est à plus d'une centaine d'heures. Ben, c'est des choses qui s'accumulent dans un pays qui va déjà économiquement très mal. Donc là aussi, eh bien, il y a un risque pour le régime. Si on suspend trop longtemps l'Internet, ça va participer aussi à la dégradation, à l'effondrement économique du pays et donc, in fine, à mettre encore plus de gens dans la rue. Donc, il y a une espèce de catch-22 aussi pour le régime. Un calcul compliqué. En tout cas, ça nous ramène effectivement au match des superpuissances, Chine et États-Unis via ce réseau Starlink. Merci beaucoup à vous, Guy-Philippe Goldstein, pour cette analyse très pointue concernant ce réseau Starlink. On va passer maintenant à l'édito de Christian Malard. Alors, une répression qui inquiète évidemment l'Occident. D'ailleurs, Emmanuel Macron disait la dénoncer ce soir via un tweet. Bonsoir Christian Malard, notre consultant diplomatique dans nos studios parisiens. Christian, ça résonne pour vous comme une sorte de match retour à 47 ans d'intervalle entre les mollahs et les laïcs en Iran. Plus je vois les scènes de violence se dérouler sous nos yeux, plus j'ai le sentiment profond de revivre le scénario du renversement de feu Mohammad Reza Pahlavi, père de Reza Pahlavi, en 1979. Le bazar, poumon économique du pays en grève et en révolte avec les étudiants, les sidérurgistes et les premières défections au sein de l'armée qui pourraient d'ailleurs contribuer au renversement du régime. On assiste, si je puis dire, au match retour, après le match aller qui, il y a 47 ans, a vu l'arrivée au pouvoir de l'ayatollah Khomeini. C'est la fin d'un régime théocratique impopulaire. C'est l'échec d'un projet révolutionnaire défaillant et la frustration d'une majorité d'Iraniens qui aspirent à la liberté dans les 31 provinces du pays. Aujourd'hui, un grand nombre d'Iraniens voient ce régime corrompu payer le prix de son incompétence. La République islamique est aujourd'hui coincée entre Israël, les États-Unis et les manifestations monstres qui se poursuivent. La révolution iranienne touche à sa fin. C'est un régime de zombies. Sa légitimité, son idéologie et son économie sont mortes ou mourantes. La République islamique fait face à un certain nombre de défis, le spectre d'une nouvelle guerre avec Israël, la succession de Ali Khamenei et la poursuite des manifestations. Reza Pahlavi émerge de cette situation explosive en s'imposant comme le seul capable de rassembler et d'établir un trait d'union pour la démocratie. Donald Trump étudie les options militaires et menace d'intervenir en frappant, je le cite, « là où ça fait mal ». Reza Pahlavi, lui, veut apparaître comme un symbole de rassembleur et pas seulement un symbole unique. Il ne confirme pour l'instant aucun rendez-vous avec Donald Trump, dont il espère pourtant qu'il comprendra la gravité de la situation et la bonne décision à prendre pour l'avenir. Voilà, l'heure des choix, effectivement. Merci beaucoup. Christian Malard depuis Paris et nos studios. Notre invité ce soir, on accueille tout de suite Meyer Habib. Bonsoir et merci d'être venu. Bonsoir, Navid Neyman. Ancien député des Français de l'étranger. On va commenter avec vous un petit peu cette actualité vibrante, très riche du moment. Alors, concernant l'Iran, d'abord, aidez-nous, parce que vous connaissez très bien la politique française, aidez-nous à comprendre l'attitude d'une partie de la gauche française aujourd'hui. Parce qu'on a tout pour être indigné. Il y a un peuple qui est en quête de liberté, qui descend dans la rue au péril de sa vie. Il y a une répression sanglante. Pourquoi ce silence ? Pourquoi silence ? La République est vide. Pas un chat, pas un rat. No Jews, no news. Vous connaissez vous savez, tous, ils sont tellement viscéralement anti-israéliens, voire antisémites, que alors qu'on massacre, on tue, on pend, on viole, on pend des femmes, il y a des milliers de morts, il n'y a personne dans les rues. Sur le bout du doigt, il y en a 2-3 qui condamnent du bout des lèvres. Ils ne sont obsédés
que par Israël. Obsession. Mais c'est une obsession. Mais en réalité, eux ont compris que tout ce qui arrive aujourd'hui, vous savez, c'est s'il n'y avait pas eu l'action d'Israël, Amkelavi, qui a été au fin fond de Téhéran, qui a tué les scientifiques, qui a tué les militaires, qui a montré que l'Iran était en fait un géant de papier, qui a détruit les installations, les radars. Moi, je vais vous dire, d'ici quelques semaines, quelques mois, l'Iran va tomber. C'est fait, c'est plié. Et c'est aussi Israël et Benjamin Netanyahou qui est directement ou indirectement, on peut lui donner ce crédit. Parce que le Liban, la Syrie, le Hezbollah, le Hamas, les Houthis, l'Iran, et même indirectement, le Venezuela, Trump a compris que dans la vie, il faut avoir de la négociation, il faut négocier, mais parfois, il faut frapper, il faut avoir des opérations. Le monde doit comprendre qu'il doit avoir une pointe de fer autrement. L'islamisme est en train de déborder, et on voit cette gauche immonde. Jaurès, Blum, se retournent dans leur tombe. On ne les voit pas sortir. Pour revenir, David Neyman, à votre question initiale, ils ne sont pas là. Vous dites qu'Israël a donné une impulsion quelque part qui a montré aux Iraniens, là, cette fois-ci, le régime peut tomber. Ils sont sortis dans la rue. Vous savez, c'était compliqué pendant qu'Israël tapait de sortir dans la rue. Évidemment, moi, j'ai été à la manifestation à Paris et je leur ai dit, il y a une grande proximité avec beaucoup d'Iraniens. Le peuple perse, c'est un immense peuple. Et la population est une immense population. J'ai dîné avec le fils du Shah, le prince, il y a quelques années, le prince Appavi, qui parle parfaitement d'ailleurs le français, qui souhaitait d'ailleurs rencontrer à l'époque Benjamin Netanyahou à Paris. Mais aujourd'hui, les Iraniens comprennent qu'ils peuvent arriver au bout. Ils sont à quelques encablures. Alors, il y a les gardiens de la révolution, guide suprême évidemment, qui aurait pu être éliminé, qui n'a pas été. Et je crois qu'Israël a bien fait de ne pas éliminer. Mais c'est au peuple iranien de prendre son avenir entre les mains, et on peut avoir des immenses perspectives pour le futur, au niveau des accords d'Abraham, au niveau des accords de paix, au niveau des accords économiques. On peut avoir un nouveau Moyen-Orient extraordinaire. Une vraie amitié entre les peuples. Tout la tête du serpent pendant des années, ça a été l'Iran. C'est ce que Netanyahou répète, Gourbi et Torbi, depuis 30 ans maintenant, et personne n'écoutait. Et aujourd'hui, grâce à Israël, grâce à l'action de Tzahal, de Benjamin Netanyahou, aujourd'hui, le monde comprend qu'on n'entend pas beaucoup la France. Là, on commence à les entendre. J'ai écouté que le président Macron a dit il y a quelques minutes qu'il fallait soutenir, mais ça fait des années qu'on aurait dû dire, des mois. C'est quoi? On soutient un régime homophobe, un régime islamiste, un régime djihadiste, un régime qui est responsable de l'attentat déjà en 94, je crois, à Buenos Aires, au centre communautaire juif, etc., etc. Qu'est-ce qu'il faut pour ouvrir les yeux? Israël a fait ce qu'il fallait faire, et je veux vous dire, pour le monde libre, on aura de très bonnes nouvelles très vite. Vous êtes confiant. Alors, votre actualité un peu plus personnelle maintenant. C'est que jeudi, un rendez-vous important, un procès qui vous oppose à David Guiraud, député LFI, que vous avez insulté, traité de porc il y a quelques mois de ça. Là, vous espérez une condamnation pour antisémitisme. Évidemment, j'espère, mais je reste extrêmement prudent et extrêmement vigilant. Vous savez, il suffit de voir les réseaux. C'est devenu aujourd'hui, pas faire impasse en que les gens... c'est la plus vieille insulte antisémite du monde, c'est le traité de porc. J'ai été extrêmement calme ce jour-là. C'était ce que je voulais expliquer déjà. Extrêmement difficile pour moi de ne pas réagir. Parce que j'ai dit, je suis député, on va faire confiance à la justice. On ne va pas lui donner la chance de pouvoir l'esquinter publiquement devant les caméras. Je ne l'ai pas fait à l'époque. J'espère ne pas regretter de ne pas l'avoir fait. Pour ça, j'espère une condamnation pour antisémitisme. Accessoirement, David Neyman, ils viennent d'exclure Yves Bouteiller, qui m'a traité aussi, notamment, pas que ça, de groin, de cochon, etc., qui parle de génocide, qui parle d'apartheid, qui parle... C'est les mêmes clivages de la haine du juif, la haine du sioniste, etc. Mais on exclut les troisièmes couteaux et on laisse les Rima Hassan, les Guiraud, les Portes, les Delogu, et toute cette clique, et leur grand gourou, Mélenchon, d'ailleurs, ils sont obsédés justement par le visa. Pas un mot entre parenthèses, ils auraient pu être... voilà. Donc, il y a deux poids, des mesures, y compris là-bas. Ils ont compris que le journal, je crois, vos collègues du journal Frontières, allait dévoiler que justement, il y avait des dérapages, et c'est pas fini d'après ce que je crois comprendre. Alors, ce sera d'ailleurs au programme de Ça se débat dans quelques minutes. Voilà, des dérapages antisémites qui vont les uns sur les autres. En réalité, c'est un parti qui est antisémite. Attention, un parti auquel François Hollande a dit encore aujourd'hui qu'il s'allierait avec LFI. Un parti auquel, encore je ne sais pas quel leader socialiste a dit qu'il s'allierait avec LFI. François Hollande.
François Hollande, l'ancien président de la République, a dit que quand dans un cas ils redisent encore. J'espère que les Français vont ouvrir les yeux. J'espère que les Français vont ouvrir les yeux parce que c'est en train de se recommencer. On est en train de commencer pour faire bloquer éventuellement au Rassemblement national, qui accessoirement a été irréprochable. Et je tiens à le dire, et je fais partie du Parti républicain et pas du Rassemblement national, mais ils ont été irréprochables depuis 7 octobre. Et donc c'est bien de le dire aujourd'hui quand je vois que François Hollande dit qu'aux prochaines élections, il pourrait encore s'allier avec LFI, comme l'a dit Attal à l'époque, et d'autres. Mais il y a encore un petit commentaire sur la relation France-Israël avec 2 éléments ce soir. D'abord, l'historien Vincent Lemire, qu'on connaît bien, qui a été interdit d'accès en Israël pour une conférence. Et on connaît effectivement ses prises de position, souvent cet appel à des sanctions contre Israël assez récemment. Et puis cet arbre en mémoire d'Ilan Halimi qui a été scié dans la région de Lyon. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces 2 événements? Alors, rapidement. C'est une décision du gouvernement de l'État d'Israël, qui est un gouvernement légitime. Donc moi, je n'ai pas à me prononcer sur cette décision. Ce qui est certain, c'est que Lemire est viscéralement antisioniste. Il le dit, il le revendique. On sait qu'il est... et en plus, c'est quelqu'un qui a un niveau académique extrêmement élevé. On sait qu'il a écrit sur des livres pour Jérusalem, où il a parlé en long et en large du fait qu'on a enlevé quelques boutiques dans la vieille ville de Jérusalem, point de vue Kotel, et il n'a pas dit un mot sur le fait que les cimetières juifs ont été profanés, pas dit un mot du fait que les Juifs, pendant des dizaines d'années, n'ont pas pu prier à Jérusalem. Ça l'intéressait pas. Il a demander des sanctions contre Israël, il est viscéralement anti-israélien. Les Israéliens savent ce qu'ils ont à faire, croyez-moi, au niveau de leur sécurité, et je leur fais tout à fait confiance. Je ne vais pas me prononcer sur ça. Concernant l'arbre. L'arbre, et là, c'est la triste réalité de la France aujourd'hui. On tue les symboles, on veut encore tuer la mémoire, y compris de Ilan Halimi. C'est pour ça, entre parenthèses, que Ruth Halimi a voulu que son fils soit enterré en Israël. C'est pour ça, accessoirement, que toutes les victimes du terrorisme islamiste en France, juifs, les 12 sont tous, à part une, je crois, enterrés en Israël. Ils ont voué de se taire en Israël. Même mort aujourd'hui, on profane un arbre, on profane la mémoire de quelqu'un qui est mort uniquement parce qu'il était juif, parce que les juifs, c'était l'argent, parce qu'il fallait attraper un juif et le kidnapper pour demander une rançon. Il a agonisé, j'ai de la peine pour la famille. Aujourd'hui, en tuant cet arbre, ça nous bouleverse moralement à un niveau terrible. Et il y a de quoi, effectivement. Merci beaucoup, Meir. Merci à vous, David Lehmann. Sur notre plateau ce soir, en direct, et des nouvelles du Front Sud, on va reparler de l'actualité sécuritaire en Israël. Bluff ou pas, le Hamas se dirait prêt à renoncer au contrôle politique de la bande de Gaza. On va retrouver notre envoyé spécial, quand en direct ce soir du sud d'Israël, Stéphane Goldin. Bonsoir Stéphane. D'abord, comment interpréter ce qui ressemble quand même à une manœuvre tactique de la part du mouvement terroriste palestinien? Tilda, j'entends pas. Alors, visiblement, vous le voyez, un petit problème de connexion. On va tenter de rétablir la liaison avec Stéphane Goldin. En attendant, méfiez-vous des arnaques en ligne. On va parler de ce problème en Israël, et pas seulement pour les concerts ou les rendez-vous sportifs. Un exemple qui nous rappelle à quel point nous sommes vulnérables. Cela s'est passé via le site israélien Yachtime de revente en ligne. On en parle avec vous ce soir, Shani Guidalia. Bonsoir Shani. Arrestation par la police israélienne récemment d'un Palestinien qui avait trouvé la méthode pour se faire livrer gratuitement certaines marchandises haut de gamme, on va dire. Oui, pendant des mois, un Palestinien âgé d'une 50aine d'années a mené une véritable entreprise d'escroquerie. Sa méthode était simple. Il se faisait passer pour un Israélien du nord du pays. Il contactait des vendeurs sur des plateformes en ligne, notamment un site qui est assez connu en Israël qui s'appelle Yachtime. C'est de l'achat et de la vente de particulier à particulier. Et il achetait leurs produits comme n'importe quel client ordinaire. Sauf que le paiement, lui, n'a pas été effectué. Une fois le prix fixé, le suspect envoyait une capture d'écran d'un virement bancaire, tout semblait en règle et dans la foulée, un taxi arrivait au domicile du vendeur, récupérait l'objet puis le transmettait à un second véhicule. Le tout était orchestré, effectué dans la région de Beth Arié, en Samarie. Résultat, il y a eu entre 2024 et 2025 une centaine de plaintes recensées et le préjudice estimé frôle les 3 millions de shekels, donc un peu moins d'1 million d'euros. Cette semaine, c'est donc après l'enquête des districts de Judée-Samarie et du centre d'Israël. Ça a débouché sur une opération ciblée. Les forces du Yamam sont intervenues à Ramallah, ont procédé à l'arrestation du suspect. Encore faut-il savoir si les personnes escroquées vont pouvoir récupérer l'argent qui leur a été soutiré.
Voilà, on l'espère en tout cas. Merci beaucoup, Chani Guidala, pour ces précisions. Et donc, méfiance sur les sites de revente en ligne. On a retrouvé Stéphane Goldin, le son avec l'image. Stéphane, on vous reposait la question concernant cette volonté, en tout cas déclarée du Hamas, de lâcher les rênes du pouvoir dans la bande de Gaza. Bluff ou pas? Comment interpréter cette manœuvre du groupe terroriste? Bonsoir David, effectivement il y a eu une annonce qui a été faite par le porte-parole du Hamas, Khazen Kassem, qui a annoncé clairement qu'il allait transmettre le pouvoir politique au ce qu'on appelle le comité technocratique, face à ceux qui vont gérer dans le futur la bande de Gaza. Alors il faut savoir aussi que cette annonce a été faite quelques jours avant qu'il devrait y avoir l'annonce de Donald Trump qui devrait annoncer ce qu'on appelle le Conseil de la paix. Et ce Conseil de la paix devrait justement superviser ce comité technocratique à Gaza. Alors concrètement, David, on ne sait pas qui va participer à ce comité technocratique. On sait qu'il y aura 12 membres. L'Égypte actuellement fait énormément d'efforts auprès d'Israël, auprès des États-Unis, mais auprès de toutes les fractions palestiniennes pour mettre en place ce comité technocratique. On sait que l'autorité palestinienne a présenté une personne qui a été réfutée par le gouvernement israélien, mais concrètement, le Hamas parle surtout d'un transfert de sa gérance politique et de sa gestion politique. Il ne parle pas du tout de sa démilitarisation, et on sait très bien que pour Israël, il y a deux conditions pour passer à la phase 2. D'abord, le retour de l'otage Ran Gvili sur le territoire israélien pour qu'il puisse être inhumé comme il se doit, et deuxièmement, la question de la démilitarisation du Hamas, et pour l'instant, c'est pas du tout à l'ordre du jour. On verra comment les États-Unis réagissent à cette nouvelle donne. Voilà, avec, on précise, c'est important, l'aide humanitaire aussi qui afflue, quoi qu'en disent les ONG dans la bande de Gaza. Merci beaucoup Stéphane Goldin, sous la pluie ce soir du sud d'Israël, de près de la bande de Gaza. Allez, peu de temps et beaucoup d'actu, on passe à l'info chrono tout de suite. L'inquiétude à Ramallah. Mahmoud Abbas a dû être hospitalisé en urgence selon des médias palestiniens. Très peu d'informations, mais l'agence officielle Wafa de l'autorité palestinienne s'est empressée de relativiser ces informations. Elle affirme qu'il s'agit d'examens médicaux de routine. Âgé de 90 ans, le leader palestinien fait régulièrement l'objet de spéculations concernant son état de santé et sa succession. En octobre dernier, il avait d'ailleurs publié les modalités d'un intérim en cas de vacance du pouvoir. Le duel Israël-Iran jusque dans les compétitions d'échecs. La Fédération internationale des échecs vient de sanctionner Téhéran pour avoir boycotté une équipe israélienne. 25 000 € d'amende pour avoir empêché les joueurs iraniens de se rendre au match. L'argument iranien à l'époque, des inondations et des barrages routiers qui auraient fait obstacle. Argument rendu caduc par l'instance mondiale. Si l'amende n'est pas réglée dans les 3 semaines, la Fédération iranienne sera suspendue pendant 1 année de toutes les compétitions internationales. Enfin, pas de limite pour le succès de l'industrie israélienne de défense. Nouveau contrat pour Elbit Systems, 275 millions de dollars pour la fourniture d'un ensemble avancé de guerre électronique pour une plateforme hélicoptère. Le client est un pays de la région Asie-Pacifique dont l'identité est bien sûr tenue pour l'heure secrète. Il s'agit en tout cas de systèmes d'autoprotection basés sur l'infrarouge et censés prévenir des attaques de missiles visant donc les hélicoptères. On a ouvert hier notre dossier de la semaine axé sur le grand retour d'Israël sur le continent africain. Après les batailles d'influence, notamment autour du Somaliland, on va entrer ce soir plus en profondeur dans les méandres de la diplomatie. On a l'occasion de vérifier quasiment lors de chaque vote à l'ONU sur des questions relatives au Proche-Orient. Les chiffres sont impitoyables. Dans l'écrasante majorité des résolutions, une grande partie des pays africains votent contre Israël. Parfois même des États qui, pourtant, sur le terrain, coopèrent et comptent sur Jérusalem en matière de sécurité, d'agriculture, de renseignement ou même de technologie. Alors, comment expliquer ce grand écart entre vitrine diplomatique et réalité des relations bilatérales? Petit tour d'horizon d'abord avec Chani Guidala. À l'ONU, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Vote après vote, une large majorité de pays africains votent contre Israël lorsqu'il s'agit du conflit israélo-palestinien. Parfois même des États qui, dans les faits, entretiennent avec Israël des relations étroites, discrètes, mais constantes. Ce décalage n'est pas une contradiction, mais le produit d'une histoire, de rapports de force et d'intérêts. D'abord, l'histoire. Dans les années 1960, au moment des indépendances africaines, le continent s'inscrit dans la logique de la guerre froide et du mouvement des non-alignés. À cette époque, la cause palestinienne devient un symbole de lutte anticoloniale. Israël n'est pas perçu comme un petit État entouré de menaces, mais comme une extension de l'Occident et allié des États-Unis. Deuxième facteur clé, la discipline de vote. À l'ONU, les positions sont rarement isolées.
Les pays africains votent souvent en bloc, sous l'impulsion de l'Union africaine, de l'Organisation de la coopération islamique ou du groupe des non-alignés. S'en écarter, c'est s'exposer à des pressions diplomatiques, économiques, parfois même financières. Dans ce contexte, voter contre Israël devient un réflexe collectif. À cela s'ajoutent les influences extérieures. Le monde arabe d'abord, à travers l'aide financière, énergétique et religieuse. L'Iran ensuite, très actif diplomatiquement en Afrique de l'Ouest et de l'Est, qui fait de l'hostilité à Israël un marqueur idéologique. Et la Turquie enfin, qui combine discours pro-palestiniens et investissement massif sur le continent. Afficher un vote favorable à Israël reste donc coûteux, mais cette posture officielle contraste fortement avec la réalité du terrain, car Israël est aujourd'hui un partenaire stratégique pour de nombreux pays africains. Coopération antiterroriste, cybersécurité, renseignement, agriculture de pointe, dessalement, santé. De nombreux pays africains travaillent avec Israël parfois depuis des décennies. Parmi eux, le Kenya, le Rwanda, le Ghana, le Nigeria, le Maroc, l'Ouganda ou encore le Sénégal. Certains de ces pays votent régulièrement contre Israël à l'ONU, tout en achetant ses drones, ses systèmes de surveillance ou ses technologies agricoles. Enfin, il faut aussi regarder du côté des opinions publiques africaines. Dans la majorité des pays, le conflit israélo-palestinien reste lointain. Les urgences sont ailleurs. Emploi, accès à l'eau, terrorisme, instabilité régionale ou changement climatique. La Palestine demeure un symbole politique, rarement une priorité populaire. Et on va voir qu'Israël ne tient pas rigueur de cette hostilité apparente au sein des bâtiments onusiens. Bonsoir Déborah Benayoun. Déborah, une anecdote parmi tant d'autres qui illustre un petit peu ce paradoxe, une sorte de je t'aime moi non plus entre l'Afrique et Israël. Oui, d'une certaine manière, on peut dire que le Kenya navigue entre son alliance stratégique avec Israël et son soutien à la cause palestinienne et à la solution à deux États. Illustration avec ce qui s'est produit en juillet 2014. On est en pleine opération bordure protectrice dans la bande de Gaza et à l'époque, plusieurs pays africains votent une résolution très sévère contre Israël. Lors du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, la résolution condamne fermement les opérations militaires israéliennes et crée une commission d'enquête indépendante. Parmi ces pays africains qui votent donc contre Israël, eh bien, il y a le Kenya. Mais quelques semaines plus tard, une délégation sécuritaire israélienne est reçue discrètement par les autorités kenyanes. L'objectif, c'est de renforcer la coopération contre le terrorisme islamiste des groupes comme Al-Shabaab ou encore Al-Qaïda. De son côté, Israël considère le Kenya comme une base avancée contre ces groupes. Résultat, donc on le voit, il y a des divergences politiques puisque le Kenya condamne Israël à Genève, mais en même temps une coopération sécuritaire puisque le Kenya dépend du savoir-faire israélien pour se protéger, sans oublier évidemment la coopération étroite entre les deux pays dans le domaine agricole. Et c'est là donc finalement tout le paradoxe de la relation entre Israël et l'Afrique. Merci beaucoup Déborah Benayoun. Alors que pense justement l'opinion africaine aujourd'hui d'Israël et du Moyen-Orient? On interroge ce soir le docteur David Matsanga. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes président et fondateur de Pan African Forum Ltd en direct de Londres. Alors un mot d'abord sur ce vote africain, on vient de le voir, qui est quasi mécanique, ce vote africain contre Israël aux Nations Unies. Est-ce que c'est une question d'idéologie ou bien c'est devenu une sorte de réflexe diplomatique automatique qui masque quelque part une réalité beaucoup plus de coopération entre l'Afrique et Israël? First of all, thank you very much. Merci beaucoup de me convier. L'Afrique, la majorité des pays en Afrique et les pays non alignés, le mouvement non aligné, dans ce sens où nous accueillons quiconque vient en Afrique pour investir, pour ramener des investissements, pour amener le développement. Donc notre politique en Afrique, dans la majorité des pays, en particulier dans un pays comme le mien, où je suis né en Ouganda, je suis né en Ouganda, mais je vis au Royaume-Uni depuis 40 ans. Nous sommes non alignés. Nous accueillons quiconque souhaite venir investir. Nous sommes non discriminatoires. Nous avons des données internationales, les politiques internationales, le droit international. Nous suivons et nous votons, si vous voulez, dans le sens où nous pensons qu'il faut voter dans cette direction.
Voilà la position de l'Afrique aujourd'hui en réalité. Ouais, donc une sorte de réelle politique à l'africaine. Alors, Afrique anglophone, Afrique francophone, chrétienne, musulmane, est-ce qu'il y a quand même des différences de perception suivant ces clivages vis-à-vis du Proche-Orient et vis-à-vis de la question d'Israël? There are several differences. Écoutez, il y a certaines différences dans l'Afrique de l'Ouest où c'était surtout le français, les anciennes colonies françaises. Donc c'est une perception différente. En Afrique de l'Est, nous avons une autre perception des choses. Nous ne sommes pas différents. Peut-être dans un pays comme le Rwanda, le reste de l'Afrique de l'Est, l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, le Soudan, tous ces pays-là n'ont pas de différends importants avec la France. Et donc les différences, c'est plus entre les anciennes colonies et les nouvelles colonies anglophones, pardon, les nouveaux pays, les pays anglophones. Il n'y a pas de différence entre nous. Nous invitons tout le monde et en fait, la conférence, par exemple, qui aura lieu au Kenya à ce propos, c'est une conférence de bienvenue. Pour la première fois, l'Europe vient en Afrique à la place du fait que l'Afrique allait en Europe. Et ça, ce sera une conférence où, pour nous, en Afrique, c'est essentiel. Nous sommes tous non alignés, mais alliés tous ensemble. Venez voir nos industries, venez voir, plutôt que de nous réunir ailleurs, dans des petites villes européennes. Mais donc, il faut que les jeunes puissent venir pour rencontrer 54 leaders de l'Union africaine. Voilà, ça c'est une bonne décision. Pour la question de la religion, les chrétiens, les musulmans, oui, il y a des frictions, en particulier dans les pays d'Afrique occidentale, Nigeria, où vous voyez des chrétiens qui sont tués et surtout par des musulmans évidemment du Nord, Boko Haram, Al-Qaïda et toutes ces problèmes qui viennent du Maghreb et ces formes de Daesh qui sont là pour tuer des gens. Donc de ce côté-là. Donc il y a une différence. Alors comparer les choses entre l'Afrique de l'Est où nous avons aussi Al-Shabaab qui sont aussi financés par les mêmes groupes d'Al-Qaïda et Daesh, etc. Et nous voulons l'amitié, la participation pour aider l'Afrique orientale, par exemple, pour combattre le terrorisme en Somalie et dans toute la région. Nous n'avons aucun problème. Dans certaines régions, il peut y avoir des problèmes, mais pas dans toute l'Afrique, en fait. Alors justement, ce sera la dernière question. En quelques mots, pour résumer, parce que c'est vrai qu'il y a les cicatrices de la colonisation en Afrique. Or, on sait aussi justement qu'Israël s'est extrait de la colonisation britannique pour gagner son indépendance. Est-ce qu'entre ça et aussi la lutte commune contre le terrorisme, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de points communs quand même qui feraient que l'Afrique a besoin d'Israël et aussi Israël de l'Afrique d'un point de vue diplomatique? Est-ce qu'il n'y a pas justement beaucoup de potentiel dans cette relation bilatérale? En quelques mots. Comme je l'ai dit au début, nous accueillons avec plaisir. Moi-même, je suis en faveur d'Israël. J'ai toujours soutenu Israël et je continue à soutenir Israël dans son combat contre le terrorisme. Les seuls différends que nous pourrions avoir, c'est quand un grand nombre de personnes meurent et le problème de la perception de ce qui se passe à Gaza. Et je suis en faveur totalement d'Israël pour le combat contre le terrorisme à travers le monde. Si nous pouvons aider à combattre le terrorisme, aucun Africain s'y opposerait. Il ne faut pas de terroristes. Si vous travaillez dans les champs et que vous avez des terroristes qui sont là pour tuer les gens, donc c'est intolérable. Nous sommes en faveur, l'Union africaine est ouverte et cela dépend évidemment de la diplomatie et il faut engager l'Union africaine pour nous. Nous sommes heureux de
d'être là et vous avez réussi à vaincre le Hamas, le Hezbollah et donc c'est formidable de combattre ensemble le terrorisme. Personnellement, j'en suis très heureux. Mais en tout cas, me rend très heureux. Voilà. Un combat effectivement de longue haleine contre le terrorisme, que ce soit en Afrique ou au Proche-Orient. Merci beaucoup à vous, docteur David Matsanga, d'avoir été ce soir avec nous en direct de Londres. Cap sur l'Europe, rapidement ou par endroit, le quotidien des communautés juives dévie, devient parfois difficile. La circoncision des nouveau-nés risque-t-elle de devenir illégale ? La question se pose au Royaume-Uni. Cap sur Londres. Bonsoir Laura Calmu. Laura, maltraitance infantile, c'est l'expression qui apparaît dans un projet des services de protection de l'enfance en Angleterre. Oui, selon le Guardian, le Crown Prosecution Service, c'est-à-dire le parquet britannique, a rédigé un projet de ligne directrice interne pour les procureurs. Et dans ce document, la circoncision masculine est citée parmi des pratiques qui peuvent, dans certaines circonstances, relever de violences sur enfants. Alors la circoncision reste légale au Royaume-Uni, mais le texte précise qu'elle peut devenir pénalement répréhensible si elle est pratiquée sans compétence, sans hygiène ou sans garantie médicale. Ce durcissement s'applique car il y a eu plusieurs drames. Des coronaires, donc les magistrats chargés d'enquêter sur les causes de décès, ont alerté après la mort de plusieurs nourrissons. Depuis 2001, 7 décès de mineurs ont été recensés au Royaume-Uni après des complications liées à une circoncision. Les responsables religieux, juifs et musulmans dénoncent une approche qu'ils jugent stigmatisante, tout en reconnaissant la nécessité d'un meilleur encadrement des praticiens. Affaire à suivre. Laura Calmu depuis Londres. Merci Laura. Et tout de suite, ça se débat. Raphaël Hassine qui va parler de l'Iran. Entre autres, très bonne soirée à tous sur i24.